Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette rencontre EMEA par Zoom. On a eu quelques petits soucis informatiques ce matin pour vous envoyer le lien. Une partie, en tout cas, des personnes inscrites sont visiblement présentes. On s'en excuse, mais par les temps qui courent, je pense que les serveurs et nos providers sont un peu surchargés. Euh, cette rencontre est la première collaboration entre le Centre Genevois de philanthropie, et donc je laisserai le professeur Peter présenter cette structure après mon intervention. Nous avons donc commencé dans le cadre de nos rencontres EMIA, qui s'adressent évidemment à l'ensemble des associations de Genève, un nouveau cycle cette année sur le thème de la philanthropie et de la recherche de fonds. Et c'est dans ce cadre que nous recevons, entre guillemets, aujourd'hui le Centre de philanthropie, comme nous avons pu recevoir Swiss Foundations, la directrice romande de Swiss Foundations, il y a quelques mois entre deux confinements. La prochaine collaboration entre la MIA et le Centre genevois de philanthropie aura lieu, alors on ne sait pas encore si ce sera par Zoom ou en présentiel, je pars du principe que ce sera plutôt par Zoom le 15 avril, entre midi et 2 toujours, avec Madame Laetitia Guil, qui est directrice exécutive du centre, sur un enjeu qui est un enjeu très important et qui est particulièrement, si j'ose dire, sensible par les temps qui courent, à savoir la diversité dans les conseils de fondations ou d'associations, diversité entendue d'origine, de genre, de classe sociale même, etc. Aujourd'hui, il nous a semblé effectivement intéressant avec le professeur Peter et avec monsieur Fischer d'avoir cette espèce de pont entre l'académique et puis les praticiennes et les praticiens de terrain que vous êtes sur un enjeu qui est un enjeu parfois qui peut être loin de vos pratiques associatives, mais qui est de plus en plus présent, à savoir la question de l'impact sociétal des actions des fondations et des associations, et comment les associations et les fondations peuvent effectivement rentrer en contact avec les fondations, ou en tout cas se conformer à ces nouvelles, non pas exigences, mais ces nouvelles orientations en matière de financement associatif ou des fondations. Donc, je tiens à vous remercier d'être présent. Cette conférence, dernière chose, sera disponible sur notre site et je pense peut-être sur celui du centre dans les jours à venir. Vous êtes à l'heure actuelle, enfin, les intervenants sont filmés par l'université. Et puis, les documents, les slides qui vous seront présentés dans les interventions suivantes seront également disponibles à la fois sur le site du centre et sur le nôtre. Je laisse la parole maintenant à M. Peter, puis à M. Fischer, que je remercie encore beaucoup pour leur présence aujourd'hui. Merci, Monsieur Pichelin. Et d'abord, bonjour à toutes et à tous, et ravi d'être accueilli par la Maison internationale des associations. Le sujet, vous le connaissez, ce sont les nouvelles modalités de financement, impact social. On va le voir tout à l'heure et ce sera traité par Monsieur Philippe Fischer, qui est avocat et qui est un de nos académiques fellows, c'est-à-dire un des collaborateurs dans le cadre du centre en philanthropie, le Geneva Center for Philanthropy, et qui a pour mission d'abord des compétences particulières et par conséquent pour mission de traiter en général de ce sujet. C'était donc la personne tout indiquée pour en parler aujourd'hui. Mais avant de le faire, Monsieur Pichelin nous a demandé de vous parler un peu de ce centre parce qu'il a été estimé que ça pouvait être utile de savoir un petit peu ce qui se passe à Genève autour de cette initiative universitaire qui a été prise en 2017 par le rectorat. L'idée, le constat qui a été fait est que à Genève, on le sait, il y a une énorme activité locale, nationale, internationale, très importante, quantitativement et qualitativement, autour de tout ce qui concerne l'humanitaire, ce qui concerne le social, les enjeux sociétaux. Ça va des grandes ONG à des associations plus grandes ou petites, à des fondations dont certaines ont une action à Genève, d'autres sont basées à Genève, une action internationale. Il y a un tissu extrêmement dense. Sur le plan mondial, c'est probablement un des plus denses, mais il n'y avait pas de ce que j'appelle parfois une plateforme de réflexion et d'échange
académique un peu hors de la mêlée. Ça manquait et le rectorat a par conséquent estimé qu'il fallait créer quelque chose. Ça a donné lieu à la création de ce centre qui a pour particularité, je dirais, première, d'avoir une approche inter ou pluridisciplinaire. L'idée ici est la suivante. En général, c'est pas le seul centre qui s'occupe de philanthropie au monde, mais en général, ces centres sont placés dans une faculté. Ça peut être l'économie, la sociologie, le droit, et se penche sur la problématique dans cette perspective-là. C'est normal, un peu limité. Je parle parfois de silos, c'est-à-dire qu'on voit ça comme juriste ou comme économiste ou comme sociologue, parfois comme psychologue. Le sujet est en réalité beaucoup plus large et il est transversal, il touche toutes ces disciplines. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de se pencher sur des sujets et en les examinant sous ces différents angles qui sont vraiment complémentaires. Alors ça fait notre particularité et ça a pour effet très concret que ce centre n'est pas logé dans une faculté, mais il est directement rattaché au rectorat et il fait interagir les différentes facultés entre elles. Et la plupart de nos événements allient des psychologues, des éthiciens, des sociologues, des économistes. Et c'est un éclairage nouveau qui intéresse d'ailleurs beaucoup mes collègues à l'université parce que précisément ça porte le débat à un autre niveau nouveau et plus fascinant. Alors, il y a 3 axes dans ce qu'on fait. Des enseignements, je vous en parlerai brièvement dans un instant. Évidemment, de la recherche et des publications, ça, c'est le propre de l'université. C'est ces recherches et ces publications qui permettent de faire avancer les choses et de les transmettre ensuite dans le cadre des enseignements. Et 3e axe, les événements en faveur de la cité avec un C majuscule, par exemple celui-là, des conférences ouvertes au public, grandes ou petites. Ça, c'est notre 3e mission. Et l'interaction avec les facultés dans toute la mesure où ça se justifie. On a donc, sur le plan de la gouvernance, un organe fêtier qui est présidé par le recteur, présence des différentes facultés et partenariat avec des fondations importantes qui nous financent en partie. Là, on touche déjà le sujet du jour. Elles financent cette initiative. Il y a 7 fondations suisses et étrangères qui nous soutiennent aujourd'hui, mais qui nous apportent aussi leur réseau, c'est très important, leurs suggestions, leurs critiques. Et ça a presque autant de valeur que l'argent qu'elles nous apportent, parce que c'est grâce à ça je crois, identifie les sujets vraiment pertinents et qu'on en a accès au réseau qu'elles ont et qui, pour nous, est absolument essentiel. Voilà. Je vous renvoie au site du centre qui est sur ce slide. Vous verrez ce qu'on fait sur ces 3 axes. Avant d'aller plus loin, évidemment, vous me direz, mais de quoi traitez-vous en réalité? Alors, on s'est posé la question, il a fallu donner une définition à la philanthropie. Notre définition, on peut en parler longuement. Pour nous, c'est le don volontaire en faveur du bien commun. Et je crois pouvoir dire, en tout cas, c'est notre vision qu'aujourd'hui, le public good, le bien commun, a été pour l'essentiel codifié dans les objectifs de développement durable. Si vous prenez les 17 objectifs de développement durable, la protection de l'environnement, l'éducation, l'eau, la paix, l'égalité du point de vue des genres, etc., ils sont tous dans ces objectifs de développement durable. Donc, c'est utile parce que d'abord, ça permet de mieux savoir de quoi on parle. Deuxièmement, ça permet de faire le lien entre la philanthropie et ces SDG qui sont aujourd'hui absolument au centre de tous les agendas. Nous ne faisons pas tout, nous choisissons des sujets qui nous semblent pertinents compte tenu et réalistes de nos ressources. Ils sont indiqués sur la slide suivante. Aujourd'hui, il y en a essentiellement 4. D'abord, la question de la fiscalité, parce que nous considérons que la fiscalité est essentielle pour promouvoir des initiatives philanthropiques, pro-sociales, sociétales. Au domaine de l'environnement, on en parle en ce moment, on peut, par des incitations fiscales,
faciliter, promouvoir des initiatives dans ce genre, et vous comme association, vous le savez. L'entrepreneuriat social, on est très proche de ce que vous faites. Aujourd'hui, les entreprises se rendent compte qu'elles doivent ou qu'elles peuvent, qu'elles soient forcées de le faire ou que ce soit spontané, prendre en considération la dimension sociétale, les SDG pour ne pas y revenir. Donc c'est un mouvement qui est en marche, rapide, on s'y intéresse aussi. Il y a un troisième volet, c'est la raison de savoir pourquoi les personnes se comportent de façon altruiste, pourquoi est-ce qu'on donne. Là, il y a une dimension à la fois philosophique, éthique, psychologique. C'est important de le comprendre parce que si on le comprend, eh bien, on peut créer des conditions qui vont le favoriser. Susciter des comportements prosociaux, c'est nouveau, c'est important. Et puis, le dernier aspect était mentionné par M. Pichelin, c'est la diversité, pas seulement genre, dans tout le secteur du non-profit, que ce soit dans les conseils de fondation, dans les comités d'association, dans les conseils d'administration de sociétés qui ont des velléités prosociales. On l'a vu, c'est toujours plus fréquent. Alors, ça se traduit, et vous avez ça au slide suivant, par un certain nombre d'enseignements. Je n'entre pas dans les détails, mais vous avez un certain nombre de cours. Ils sont tous ouverts au public. Donc, pour ceux d'entre vous que ça intéresserait, vous pouvez y aller. Il y en a un qui est donné au semestre d'automne en faculté de droit, philanthropie et ses principaux enjeux juridiques. Un autre en faculté de lettres, philosophie, l'éthique de la philanthropie, c'est fascinant. Deux autres qui sont donnés en faculté d'économie et de management, vous les avez sur votre écran, et un dernier qui est donné en faculté de droit, la philanthropie culturelle, hein, c'est tous les aspects culturels au sens assez large par Dr Anne-Laure Bandley. Et puis on a de la formation continue, c'est le slide suivant. Pareil, c'est aussi ouvert au public avec 2 CAS, des certificats d'études avancées, qui combinés donnent accès à ce qu'on appelle un DAS, un Diploma of Advanced Studies, sur la philanthropie stratégique et opérationnelle. Nous avons des master classes, ça c'est un partenariat avec une organisation qui s'appelle Swiss Philanthropy Foundation et un centre similaire au nôtre qui se situe à Bâle, le CEPS. Nous organisons des événements périodiques, c'est la slide suivante. Il y en a 3 qui sont prévus ce printemps. Le prochain, le 25 mars, consacré à la philanthropie et les émotions. Ce sont des professeurs de la faculté de psychologie et plus exactement du CISA, qui est le centre interfacultaire de sciences affectives, le professeur Kova et un professeur Broche, modéré par un autre professeur du même cercle. On est à cheval entre la philosophie et la psychologie. Et puis en avril, on parlera d'une forme intéressante qui est la détention de sociétés par des fondations. L'exemple typique à Genève, c'est Rolex qui est détenu par la fondation Wilsdorf. Évidemment, c'est du gros calibre, mais le même modèle peut être utilisé pour des réalités beaucoup plus modestes. C'est intéressant dans la perspective visant à perpétuer la détention d'une société. Et si c'est une fondation, en principe, elle a un but social, n'est-ce pas, sociétal, idéal, et donc une forme qu'il faut connaître et qui sera développée à cette occasion. Et puis enfin, le 20 mai, on aura une conférence qui sera donnée par un professeur anglais, Alex Edmans, qui a écrit un livre important qui s'appelle Grow the Pie, c'est-à-dire comment faire grandir le gâteau, hein, au sens propre du terme. Et ça, c'est une réflexion sur la possibilité de combiner profit and purpose, c'est-à-dire en gros une activité qui génère des profits, mais en même temps un purpose, c'est le terme consacré, vous le savez désormais, est préférable à non-profit parce que le purpose, ça indique une activité qui fait du sens du point de vue de la responsabilité sociale des entreprises, du point de vue de la poursuite des SDG, du point de vue de ce que vous faites et de ce qui nous motive tous aujourd'hui. Voilà, ça c'est un peu au pas de course et dans les grandes lignes ce que fait le centre. Philippe Fischer est un des academic fellows. Nous avons des collaborateurs dans les facultés
directement chez nous. Nous avons 7 academic fellows qui ont chacun un portefeuille. Il y en a un qui est consacré à la fiscalité, l'autre à la question des genres et de la diversité, un troisième sur la question des fondations actionnaires, j'ai déjà évoqué, etc. Là, il y a plusieurs portefeuilles, dont celui-là. Et comme je le disais, c'est la personne tout indiquée pour nous parler maintenant de ces moyens innovants de financement. Philippe, je te passe le témoin. Merci. Tu es sur mute, Philippe. Voilà. Merci. Peut-être Philippe, avant de, excuse-moi de t'interrompre tout de suite, mais je ne le ferai plus. Mais non, simplement, du point de vue de l'interaction, donc il a été entendu avec M. Pichelin que si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de le faire plutôt que par écrit. On a trouvé plus sympathique que vous puissiez lever la main et nous interrompre. Ça rendra l'exercice probablement plus dynamique. Excuse-moi Philippe, cette fois c'est définitif. Pas de problème, merci beaucoup et bonjour à tous. Et je suis évidemment absolument ravi de vous rencontrer, certes virtuellement. J'aurais évidemment préféré une réunion physique, mais au moins l'important c'est de se rencontrer et d'engager d'une certaine manière ce dialogue que évidemment on peut poursuivre dans le cadre de la présentation de ce midi, mais également évidemment au-delà. Et vous trouverez sans doute mes coordonnées aussi sur le site internet du Centre en philanthropie. Donc, je suis évidemment volontiers à disposition pour échanger aussi sur ces questions-là, au-delà, disons, de la présentation de ce midi. C'est vrai que je pense que compte tenu du nombre qu'on est, on peut avoir une séance la plus interactive possible. Donc, n'hésitez évidemment pas à m'interrompre pendant la présentation. Alors, je ne suis pas sûr que je vous vois tous. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez aussi, à me faire signe d'une manière ou d'une autre pour que je puisse traiter votre question. Et sinon, on aura de toute façon du temps à la fin pour échanger et entendre vos remarques ou vos observations ou vos questions. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, et je remercie au passage évidemment M. Pichelin pour l'invitation à venir discuter avec vous aujourd'hui, et je remercie le professeur Peter aussi de m'avoir proposé de co-animer ce midi avec lui. C'est d'un nouveau type de mode de financement pour des activités que j'appellerais d'intérêt public, qu'on appelle les Social Impact Bonds, qui est un mécanisme un peu particulier qui a émergé il y a maintenant une dizaine d'années, qui est en train de se développer. On est encore un peu dans une phase, d'une certaine manière, si j'ose dire, où le béton est encore un tout petit peu mou et ce n'est pas encore tout à fait solidifié, mais les bases ont été jetées de ce nouveau modèle de financement et ça m'a semblé intéressant d'en discuter avec vous, vu que je pense qu'à l'avenir, ça représentera peut-être une possibilité d'élargissement de la base de financement de certaines associations ou fondations ou autres organismes d'intérêt public. La manière dont je vous propose de structurer la discussion, c'est d'une part de faire une brève introduction sur le concept plus général. Qu'est-ce qui se passe en fait lorsque une association ou une fondation sort d'une certaine manière des sources de financement traditionnelles qui sont pour l'essentiel le don et se dirige vers quelque chose d'un peu différent et qui se rapproche à certains égards peut-être un tout petit peu plus des marchés financiers. Ensuite, de donner un certain nombre d'exemples concrets de social impact bonds qui ont déjà été lancés avec succès au cours des dernières années. Et ensuite, d'évoquer avec vous peut-être de manière plus concrète comment ça fonctionne, comment cet animal juridique un peu particulier fonctionne. Et enfin, évoquer avec vous aussi un certain nombre de défis, difficultés, défis ou opportunités qui peuvent se poser en lien avec le développement de ce modèle de financement. Même si je viens du monde du droit, parce que je suis avocat, je ne veux pas, je vous rassure tout de suite, vous faire une présentation juridique au sens strict. Je pense qu'il est plutôt intéressant, c'est parler du concept plus général, même si de temps en temps, je devrais évidemment évoquer 2-3 questions juridiques, et je m'en excuse d'avance. Ce que j'ai mis en annexe, pour ceux que ça intéresse, c'est un certain nombre de questions, alors pour le coup très spécifiques juridiques,
qui se posent dans le cadre du lancement de ce type de financement, tant sous l'angle de ce qu'on appelle le droit civil que le droit réglementaire, que également le droit fiscal. Et je vous laisserai évidemment consulter ces slides en annexe si ça vous intéresse, mais ce ne sera pas, disons, l'objet principal de mon propos ce midi. Lorsque l'on parle d'un Social Impact Bond ou de ce nouveau mode de financement, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'idée qui se cache là derrière est finalement d'élargir la base de financement traditionnel d'une activité de type intérêt public, en allant au-delà justement d'une part du monde de la subvention au sens strict ou du monde des donations qui proviennent de privés, pour finalement proposer d'une certaine manière un autre modèle qui permet d'une part à des donateurs privés d'obtenir une forme de retour sur investissement dans le cadre de leur participation au projet et d'autre part, on le verra, au pouvoir public de financer des projets, mais uniquement des projets qui ont un véritable impact. Donc, on vise d'une certaine manière, à travers ce mécanisme du Social Impact Bond, d'arriver finalement à atteindre deux objectifs principaux. Et je pense que chacun de ces projets doit toujours être analysé quant à sa capacité à réaliser ces deux objectifs. C'est d'une part d'assurer un certain, entre guillemets, retour sur investissement aux contributeurs et d'autre part, de permettre de s'assurer que les pouvoirs publics, lorsqu'ils soutiennent un projet qui a un véritable impact mesurable et souvent déjà mesuré, dans la mesure où on verra qu'on a affaire à une situation où le préfinancement du projet émane souvent du secteur privé et le post-financement du projet intervient par les pouvoirs publics qui interviennent en fonction de l'impact que le projet a eu compte tenu d'une certaine grille de mesure. Alors évidemment, présenté comme ça semble évidemment d'une certaine manière une alternative très, très intéressante dans la mesure où d'une part, le secteur privé obtient un retour et d'autre part, les pouvoirs publics sont assurés d'une certaine manière de ne financer que des projets avec impact. La réalité est évidemment un tout petit peu différente et il y aura toute une série d'enjeux, alors tant des enjeux strictement juridiques, mais aussi des enjeux en termes d'indépendance, en termes d'impartialité, en termes de gestion des relations entre l'association ou la fondation qui lance ce type de projet et les contributeurs qui doivent évidemment également être pris en compte au-delà de simplement la construction purement juridique du projet. Et j'espère qu'on aura sans doute dans le cadre de la séance, disons, de questions-réponses à la fin de ma présentation, de revenir là-dessus parce que vous aurez sans doute des observations ou des critiques ou des remarques à ce sujet. Un point que j'aimerais peut-être clarifier tout de suite avant d'entrer dans le cœur du débat, c'est une distinction par rapport à un autre mode de financement dont on entend beaucoup parler à l'heure actuelle sur le secteur privé, qui sont ce qu'on appelle les green bonds ou ce qu'on appelle les social bonds. C'est quelque chose de différent de ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et peut-être pour faire cette distinction, pour présenter en deux mots le concept d'un green bond ou d'un social bond. Donc, bond fait référence à la notion d'obligation, donc qu'on appelle en termes financiers la notion de titre de dette, donc la capacité à emprunter de l'argent auprès d'investisseurs. On a assisté à l'émergence ces derniers temps sur le secteur privé, à des entreprises, et on peut penser par exemple à Danone, mais aussi à d'autres entreprises comme Novartis ou des entreprises comme Lafarge-Holcim, qui empruntent de l'argent auprès des investisseurs et qui annoncent à l'avance que cet argent-là sera affecté à des projets très spécifiques, souvent en lien avec la réalisation d'objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance, des objectifs de type ESG. Et donc, on a simplement, entre guillemets, affaire à une situation où on a une entreprise qui lève des capitaux, qui emprunte de l'argent et qui annonce d'ores et déjà aux investisseurs comment cet argent va être utilisé. Et ce n'est pas que des entreprises qui font ça. On a aussi, par exemple, l'État de Genève
qui est un véritable précurseur dans le monde de ce qu'on appelle les green bonds, qui a émis un green bond, donc une émission d'emprunt par l'État, comme l'État emprunte à intervalles réguliers sur le marché des capitaux, et qui a annoncé à l'avance que le résultat de cet emprunt sera affecté à des projets à impact environnemental et notamment dans le cadre de l'État de Genève, affecté à l'amélioration de l'isolation d'un certain nombre de bâtiments, ce qui a évidemment un impact positif sur la nécessité d'utiliser de l'énergie pour les chauffer. Et donc là, l'État de Genève a lui aussi émis ce qu'on appelle un green bond. C'est différent de dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, et peut-être avant de parler des exemples, je devrais parler de la structure, et ce sera peut-être un tout petit peu plus clair une fois que j'aurai présenté la structure, après de revenir sur les exemples. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un Social Impact Bond, qui est structuré sur la base du schéma que vous avez sur les slides, et j'espère que vous voyez les slides. Alors, ça semble évidemment un tout petit peu, disons, complexe vu comme ça, mais j'aimerais peut-être avec vous essayer de décortiquer d'une certaine manière les différentes étapes d'un Social Impact Bond, et ça vous permettra peut-être de comprendre les enjeux des uns et des autres qui participent à ce projet. L'élément clé au sein d'un Social Impact Bond, c'est évidemment l'émetteur. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en tout cas, je vais essayer de désigner à chaque fois ce dont je parle. L'émetteur du Social Impact Bond, c'est l'association, c'est la fondation qui envisage de réaliser un certain projet. Et donc, cet émetteur envisage de réaliser un certain projet et pour ce faire, va réunir des fonds. Mais comment est-ce qu'il va réunir des fonds? Il va réunir des fonds en approchant d'une part ce qu'on appelle des outcome funders. La terminologie est souvent très anglophone dans ce domaine. Et le outcome funder est une entité généralement publique. Ça peut être l'État, ça peut être par exemple des agences de développement semi-publiques qui vont en fait émettre ce qu'on appelle une obligation conditionnelle de paiement. Donc, vont s'engager à mettre un certain nombre de montants à disposition de l'émetteur. Ils ne vont pas tout de suite financer, ils ne vont pas tout de suite mettre à disposition l'argent, mais ils vont prendre un engagement de mettre de l'argent à disposition moyennant la réalisation d'un certain nombre de conditions. En parallèle, et c'est l'objectif numéro 2, l'émetteur va approcher le secteur privé, ce qu'on appelle des social investors, des investisseurs à dimension sociale, qui, eux, vont mettre un certain montant à disposition de l'émetteur, qui vont procéder donc à ce qu'on peut appeler un investissement. Et c'est ce fonds-là, et en vert, vous avez les flux financiers, c'est ce fonds flux financier numéro 2, donc de l'argent qui vient du social investor vers l'émetteur, qui va permettre après à l'émetteur de réaliser le projet. Mais évidemment, comme je l'évoquais tout à l'heure, les social investors ne sont pas des purs donateurs, ce sont les personnes qui s'attendent à obtenir un certain retour sur investissement, donc qui s'attendent à recevoir le remboursement de leur investissement en tout et en partie, avec en plus une certaine marge, idéalement, qui dépend de la réalisation du projet. Et c'est là, je pense, que le mécanisme très intéressant du Social Impact Bond entre en vigueur, dans la mesure où, dans le cadre de l'accord entre les social investors ici et l'émetteur s'engage en fait à rembourser le montant mis à disposition par le social investor. Donc, l'émetteur rembourse ce montant au social investor pour autant que le projet ait atteint un certain but. Et donc, on aboutit à des scénarios où finalement, on va mesurer l'impact du projet, et je viendrai tout à l'heure sur des projets concrets pour vous permettre de comprendre exactement ce dont on parle. On va mesurer l'impact du projet, et puis en fonction du résultat qui doit être le plus objectif possible du projet, et il est tellement objectif que généralement, il fait l'objet d'une vérification par une société d'audit qu'on a ici, qui est le vérificateur indépendant.
en fonction du résultat atteint par le projet, par exemple, au bout de 3, 4, 5 ou 10 ans, on va calculer le montant qui doit être remboursé aux social investors. Et ce montant, évidemment, il ne vient pas des émetteurs, parce que l'émetteur, il aura dépensé, l'association aura dépensé l'argent pour réaliser le projet, mais ce montant proviendra des outcome funders, donc typiquement du secteur public, qui, dans le cadre de l'obligation conditionnelle de paiement, se seront engagés à mettre les fonds à disposition de l'émetteur qui permettront ensuite à l'émetteur de rembourser les social investors. Ça vous semble peut-être à ce stade encore un tout petit peu théorique présenté comme ça, et c'est pour ça que je vous propose de revenir peut-être sur les slides pour regarder avec vous de manière un tout petit peu plus précise des exemples de Social Impact Bond qui ont été lancés. Et on peut parler, par exemple, du premier, en tout cas à ma connaissance, il y en a peut-être eu d'autres, mais en tout cas, du premier Social Impact Bond qui a véritablement été utilisé, lancé et qui a aussi eu un certain succès. C'est un Social Impact Bond qui a été lancé au Royaume-Uni, que vous avez sur la slide de gauche dans ce que je vous présente ici, qui était un Social Impact Bond consacré à des mesures de réinsertion pour des personnes qui avaient subi une période d'incarcération, donc une période de passage en prison, pour dire les choses de manière très pragmatique. Et ensuite, on avait une association qui mettait en place un projet qui visait à accompagner ces personnes suite à leur sortie de prison pour leur permettre de se réintégrer dans la société et surtout, évidemment, pour éviter des cas de récidive. Et ce projet-là de cette association a fait l'objet d'un Social Impact Bond, dans la mesure où on a eu l'association qui a lancé ce projet. Elle a obtenu des garanties de financement de certaines entités publiques. Et puis ensuite, elle est allée voir le secteur privé pour lever des capitaux, pour obtenir de l'argent du secteur privé. Et lorsqu'elle s'est approchée d'une part du secteur public pour obtenir les garanties de financement et d'autre part du secteur privé pour obtenir les fonds, elle a présenté en fait un modèle de financement qui permettait de montrer que si, par rapport aux personnes aidées par cette association, donc les personnes concrètement qui sortent de prison et qui participent au projet de l'association, si on se rend compte qu'au bout de 5-10 ans, ces personnes, X% de ces personnes se sont réinsérées sur le marché du travail et puis moins de Y personnes ont commis une récidive, ou bien finalement ce n'est pas X%, ce n'est pas 100 personnes, mais c'est 150 personnes ou 200 personnes, en fonction finalement du succès obtenu par le programme. Et ce succès était en fait calculé de deux manières. Il était calculé sur le taux de réinsertion sur le marché de l'emploi et d'autre part sur le taux que j'appellerais d'absence de récidive. En fonction du succès du programme, on calculait le montant qui allait être remboursé aux investisseurs. Et évidemment, si le programme avait beaucoup de succès, le montant remboursé aux investisseurs était élevé. Et si le programme avait peu de succès, le montant remboursé aux investisseurs était moins important. Et on avait, par exemple, un projet tout à fait similaire qui a été mis en place au Cameroun et qui visait notamment la mise en place ou l'amélioration des processus au sein d'hôpitaux en charge de traiter des problèmes liés à la vue et notamment des problèmes liés à la cataracte. Et là aussi, le lancement finalement de ce projet a permis la construction d'un hôpital et l'amélioration des processus au sein des hôpitaux qui ont permis après d'obtenir une amélioration mesurable de la qualité des services. Et c'est cette amélioration-là qui a été utilisée ensuite pour procéder au paiement aux investisseurs, respectivement à demander des flux financiers qui proviennent des pouvoirs publics. Deux autres projets dont j'aimerais vous parler qui sont plus proches de nous. Un projet qui a été lancé par une organisation qu'on connaît évidemment particulièrement bien à Genève, qui est le CICR,
et d'autre part, une initiative qui a été lancée dans le canton de Berne s'agissant de la réinsertion de requérants d'asile. S'agissant du projet du CICR que vous avez à gauche sur la slide, c'est un projet qui a été lancé en septembre 2017 et qui s'appelle en fait l'obligation à impact humanitaire, Humanitarian Impact Bond. Donc, on retrouve évidemment cette notion d'obligation de bond. Et ce système-là, si à nouveau je vous explique peut-être en 2 mots comment le système fonctionne, ce qui vous permettra peut-être d'appréhender de manière un tout petit peu plus tangible ce que sont ces Social Impact Bonds, c'est cette obligation à impact humanitaire lancée par le CICR était focalisée sur ce qu'on appelle la réhabilitation physique. Donc, elle était fondée sur des centres qui sont opérés par le CICR dans une série de pays en Afrique et aussi en Afghanistan, en vue de permettre à des personnes qui ont subi des attaques ou des accidents, notamment en lien avec des mines antipersonnelles, de pouvoir leur permettre de réapprendre à marcher, respectivement à bénéficier d'une prothèse. Et le CICR gère toute une série de ce type de centres, comme je le disais, dans un certain nombre de pays africains et en Afghanistan. Et 4 de ces centres ont été spécifiquement identifiés pour les besoins de cette obligation à impact humanitaire. Et le CICR, sur cette base-là, a d'une certaine manière approché des États qui soutiennent traditionnellement le CICR, et ce n'était pas nécessairement spécifiquement des États, mais c'était souvent les agences de développement ou d'assistance à la développement de ces États-là, qui ont accepté de participer à ce projet et qui ont donc accepté de dire à l'issue d'une période de 5 ans, parce que le projet court sur 5 ans et actuellement nous sommes à la fin ou début de la 4e année, fin de la 3e année, début de la 4e année, après une période de 5 ans, nous aimerions voir comment vous, CICR, vous avez amélioré les processus au sein de ces 4 centres de réhabilitation physique. Et la manière dont on calcule l'amélioration des processus au sein de ces centres, c'est principalement le nombre de patients qui peuvent être traités par rapport à une personne, un médecin ou une infirmière. Et donc, on a regardé à l'année 1 combien finalement de patients pouvaient être traités en une journée par un médecin ou par une infirmière. Et le CICR a pris l'engagement, ou en tout cas a manifesté son intention que par le biais d'un financement qui provient de ce Social Impact Bond, les processus au sein de ces centres de réhabilitation physique seraient améliorés et que donc, à l'issue de ces 5 ans, au lieu que finalement, par exemple, un médecin puisse s'occuper de 10 patients par jour, finalement, un médecin pourra s'occuper de 15, 20 ou 30 patients par jour, du fait que les processus managériaux ont été améliorés, du fait que les centres, juste au sens physique, aux constructions, ont été améliorés. On a rajouté, par exemple, des salles d'attente, on a amélioré d'une certaine manière les salles de consultation pour les médecins pour que ce soit plus pratique et pour que l'assistance puisse être donnée de manière plus efficace. Et donc, grâce à ce financement-là, finalement, le CICR s'est engagé à améliorer ou à investir dans ces centres de réhabilitation physique et à accepter qu'un auditeur tiers vienne en fait vérifier quelle était finalement l'efficacité, si j'ose dire, mais j'aime pas beaucoup ce terme, ou l'efficience l'année 1 de ces centres et finalement quelle est l'efficience à l'année N+5, donc après 5 ans. Et une fois que cette grille d'analyse ou cette projection a été préparée, le CICR est donc, comme je l'ai dit, allé voir ce qu'on appelle les outcome funders. Donc, si je reprends ici, c'est à droite, donc c'est les pouvoirs publics qui ont accepté de mettre à disposition des fonds, mais pas aujourd'hui. Ils ont accepté de mettre à disposition des fonds dans 5 ans. Et d'un autre côté, le CICR a approché le secteur privé et notamment des investisseurs de type social investors qui sont ici, qui ont immédiatement mis à disposition des fonds du CICR. Donc, le CICR a tout de suite eu droit à accès à des liquidités et les social investors savaient évidemment qu'en fonction du résultat
Donc, selon que finalement le centre a pu améliorer son efficacité ou finalement peut-être que l'efficacité du centre a baissé, en fonction du résultat après 5 ans, les investisseurs seraient remboursés d'un certain montant. Donc, si évidemment les centres améliorent de manière significative leur efficacité, le remboursement aux investisseurs est très important. Et si par contre, dans une worst case scénario, l'efficacité des centres baisse, dans ce cas-là, les investisseurs recevraient moins que leurs investissements initiaux. Et donc, évidemment, face à un système comme ça, et on est aujourd'hui, comme je l'évoquais, au début de la 4e année de ce projet-là, dans 1 an ou 1 an et demi, on sera dans une situation où un auditeur tiers viendra vérifier sur place quelle est finalement l'efficacité du centre après ces 5 ans. Et sur cette base-là, calculera finalement quel est le montant qui est dû aux social investors. Et c'est ce montant-là qui va être financé par les pouvoirs publics pour ensuite être remis aux investisseurs. Et évidemment, on voit que dans la perspective des pouvoirs publics, ce genre de schéma présente une certaine attractivité dans la mesure où, pour le pouvoir public, si le projet a une très grande efficacité et un très grand succès, évidemment, le montant du financement du pouvoir public sera relativement important parce que le montant du retour sur investissement pour les investisseurs sera important. Et si par contre, le projet n'a pas de succès ou un mauvais succès, le montant qui doit être mis à disposition par les pouvoirs publics est moins important parce que le montant qui doit être remboursé aux investisseurs est moins important aussi. Et donc, du coup, dans la perspective des pouvoirs publics, ce qui est intéressant, c'est qu'ils interviennent à la fin du projet et que leur contribution, finalement, dépend du succès ou non du projet. Alors qu'évidemment, dans un mécanisme de financement traditionnel, et c'est tout à fait vrai, par exemple, pour le CICR, avec un financement ex ante des pouvoirs publics, ça signifie évidemment que les pouvoirs publics mettent à disposition un certain montant, et puis ensuite, ils ne savent pas évidemment si ce montant, suite à son utilisation dans le cadre du projet, aura un impact ou pas. Et donc, l'attractivité en fait du Social Impact Bond, c'est vraiment pour les pouvoirs publics de s'assurer que leur investissement finalement est fait sur une base ex post et dépend en fait d'un succès mesurable du projet qui a été préfinancé d'une certaine manière par le secteur privé. Un autre exemple de ce type de Social Impact Bond qui a été lancé dans le canton de Berne en collaboration avec Caritas est une situation qui est très proche finalement du premier exemple que j'évoquais ici au Royaume-Uni, qui était un projet destiné à favoriser la réinsertion de personnes qu'on dit admis à titre provisoire, donc des personnes dont la requête d'asile a été rejetée, mais qui ne peuvent pas être renvoyées dans leur pays et qui donc bénéficient de ce qu'on appelle d'une admission provisoire sur le sol suisse. Et ces personnes-là, évidemment, ont des très grandes difficultés pour s'insérer sur le marché du travail. L'organisme Caritas a mis en place un projet qui vise d'une certaine manière à favoriser l'intégration de ces personnes sur le marché du travail. Et là aussi, un groupe d'entrepreneurs bernois a accepté de préfinancer le projet de Caritas qui visait justement, comme je l'ai dit, à réinsérer ces personnes admises à titre provisoire sur le marché du travail. Et puis ensuite, les pouvoirs publics remboursaient ces entrepreneurs bernois en fonction du résultat atteint et donc en fonction finalement de la capacité que le projet a eu de permettre à ces personnes de retrouver ou de trouver un emploi. Et en fonction de ce succès-là, il y a eu un remboursement par les pouvoirs publics aux entrepreneurs qui ont préfinancé ce projet. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, préfinancement par le secteur privé et post-financement d'une certaine manière, si j'ose dire, par le secteur public. J'espère qu'à l'aide de ces 4 exemples un peu concrets, le tableau peut-être un tout petit peu abstrait que j'évoquais ici sur cette slide vous semble peut-être à nouveau un tout petit peu plus tangible à présent. Peut-être avant de rentrer un instant dans les défis de ce genre de projet,
j'aimerais peut-être juste encore une fois rappeler donc, comment cela fonctionne. Donc, on a l'émetteur ici, l'association ou la fondation qui a un projet dont le résultat est d'une certaine manière mesurable. L'émetteur présente ce projet à des outcome funders qui s'engagent à payer un certain montant en fonction du résultat du projet à la fin du projet. L'émetteur présente ce projet à des investisseurs qui s'engagent à immédiatement mettre à disposition des fonds de l'émetteur qui va l'utiliser pour mettre en œuvre le projet. À la fin du projet, et en réalité, ça se passe déjà en cours de projet, un vérificateur indépendant, qui est une sorte de société d'audit, va vérifier si finalement le but ou le résultat qui a été indiqué aux outcome funders et aux social investors a été atteint. Et ce n'est souvent pas une question de juste ou de faux. C'est finalement ce qu'on appelle une sliding scale, dans la mesure où on dit que si on est arrivé à 10%, ça donne lieu à un remboursement de X. Si on est arrivé à 12%, ça donne lieu à un rendez-vous de Y. Si on arrive à 13%, à un remboursement de Z%. Donc, ce travail-là de vérification et de crédibilité, finalement, de la mesure du résultat ne peut pas être fait par l'émetteur, mais doit être fait par un tiers indépendant, parce que finalement, c'est sur cette base-là que les flux financiers vont intervenir. Une fois qu'à la fin du projet, le vérificateur indépendant a rendu son rapport, qui est donc remis à la fois aux social investors, à l'émetteur et puis aux outcome funders, c'est le point 4, la transmission du rapport du vérificateur indépendant. Ce rapport permet de calculer les paiements auxquels les outcome funders, donc le secteur public, doit procéder. Le secteur public paye ces montants à l'émetteur, qui est l'option 5, et finalement, les émetteurs, sur cette base, remboursent les social investors en fonction, finalement, du résultat qui a été atteint par le projet. Donc, j'espère que maintenant, c'est cette structure qui n'est pas tout à fait facile, j'en conviens, à saisir comme ça, vous est peut-être un tout petit peu plus familière. Philippe, si tu permets, nous avons 2 questions qui seraient utiles de prendre. Tout à fait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, les participants, à les envoyer par écrit ou à les poser oralement. Je les lis. Nous avons M. Dutruel qui nous dit ceci. Il nous dit « Quid si le montant calculé en fonction du succès ou du non-succès de l'opération ne couvre pas l'investissement des social investors ?» Je crois que la question est en d'autres termes, mais M. Dutruel nous corrigera le cas échéant. Est-ce que les social investors courent un risque de ne pas récupérer leur mise de fonds? Puis je lis la deuxième parce qu'elle me semble liée. Et la suivante, y a-t-il un risque de perte pour les social investors? Ou est-ce que les outcome funders s'engagent à rembourser l'investissement quoi qu'il en soit? Voilà. Donc, tu vois, je crois que c'est en fait les deux aspects de la même question. Nous t'écoutons. Non, c'est des très, très bonnes remarques. Et j'ai envie de répondre finalement, comme les juristes aiment bien répondre, de dire ça dépend. Parce que, en fait, tout dépend finalement des accords qui ont été passés entre les émetteurs, les outcome funders et les social investors. Pour parler d'un projet que je connais, mais sans nécessairement donner les noms, pour des raisons évidemment de secret professionnel, un projet que je connais est un projet où, pour schématiser, l'investisseur met à disposition 100 francs, par exemple, prenons 100 francs. Si le projet a un succès maximal, le social investor reçoit au maximum 150 après une période de 5 ans. Donc, en fait, il reçoit d'une certaine manière les 100 initiaux qu'il a investis. Et si le projet est au maximum de son succès, entre guillemets, il reçoit en plus 50. Donc, d'une certaine manière, il a un return de 50% sur une période de 5 ans. Et si le projet est au minimum, donc le projet ne fonctionne pas du tout, il reçoit 80. C'est-à-dire qu'il a dans les faits une perte de 20. Donc, dans la perspective de l'investisseur, il peut se dire finalement, je mets à disposition 100 de l'émetteur et mon risque, mon opportunité est d'obtenir entre 100 et 150 en retour après 5 ans. Donc, finalement, 50% sur une période de 5 ans.
et mon risque maximal est de 20 parce qu'au pire, je reçois 80. Et donc, finalement, ça, je vous donne dans les grandes lignes là un exemple d'un projet. On peut aussi imaginer des situations où finalement le social investor est garanti finalement d'obtenir son remboursement, donc qui reçoivent au minimum 100. Mais je pense que ce genre de projet est peut-être moins attractif dans sa construction, dans la mesure où l'idée est quand même que par rapport aux outcome funders, le outcome funder, finalement, il s'assure d'une certaine manière que par rapport à un projet qui ne fonctionne pas du tout, ce projet-là, finalement, il ne donne qu'un montant peu important, alors que si le projet fonctionne bien, évidemment, il doit donner un montant plus important. Là où, évidemment, est la clé, c'est au niveau de la question de savoir qu'est-ce que l'émetteur doit rendre. Et si je complexifie encore une fois un tout petit peu l'analyse, et c'est de dire est-ce que, et j'utilise à nouveau malheureusement une expression anglaise, est-ce que l'émetteur a ce qu'on appelle un skin in the game? Est-ce que l'émetteur supporte aussi un certain risque? Parce qu'on peut évidemment imaginer une situation où dans un worst case scénario, le outcome fund, admettons que dans un worst case scénario, le social investors a droit à 80 sur la base d'un investissement de 100. On peut imaginer que dans un scénario comme ça, le outcome funder, lui, il ne donne que 70 et que d'une certaine manière, le risque de 10 soit supporté par l'émetteur et qu'on justifie finalement ce risque par le fait qu'il faut motiver l'émetteur à réaliser au mieux le projet. Parce qu'évidemment, il y a toujours cette question d'incentive à laquelle on doit penser, c'est que finalement, on doit aussi être dans un monde où l'émetteur a tout intérêt à réaliser le projet au mieux. Alors, vous me direz, évidemment, dans ce genre de monde, et quand on pense au CICR, quand on pense aux d'autres types d'organisations, type Caritas, etc., qui étaient évoquées dans les slides précédentes, ces organisations-là, finalement, elles ne sont pas motivées par l'argent. C'est leur but par nature de fournir ce genre de service. Mais on peut imaginer que, par exemple, tant les outcome funders que les social investors souhaitent d'une certaine manière qu'il y ait aussi une incitative financière pour l'émetteur. Et pour avoir cette incitative financière pour l'émetteur, on l'obtient si finalement, en cas de réalisation entre guillemets mauvaise du projet, le montant que le outcome funder va payer ici est moins important que le montant que l'émetteur, donc l'association, la fondation, doit rembourser aux social investors. Et donc, si là, il y a ce qu'on appelle ce skin in the game, donc cette participation au risque entrepreneurial, ça change et ça motive, entre guillemets, évidemment, l'émetteur. Mais, attention, et j'aimerais vraiment qu'on soit très attentif, on s'entend, je vous présente ça d'une certaine manière avec ce qui, j'ose dire, des lunettes un tout petit peu roses, mais ça pose vraiment des vrais problèmes d'indépendance, d'impartialité et de gouvernance au niveau des émetteurs auxquels j'aimerais absolument revenir encore tout à l'heure dans la deuxième partie de mon dénoncé, de mon exposé. Mais j'espère peut-être déjà avoir répondu à la question qui m'a été posée tout à l'heure par rapport aux risques que peuvent supporter les social investors. La réponse est en principe oui, parce que finalement, c'est ça, d'une certaine manière, le but de ce mécanisme, c'est que les social investors supportent eux également un certain risque et que surtout par rapport aux outcome funders, finalement, la mise à disposition du financement dépend aussi de la qualité ou non du projet. Philippe, merci. Il y a plusieurs questions, donc on va essayer d'y répondre tout de suite brièvement avant d'aller de l'avant. Mais ce qu'on retient, c'est que le social investor court un risque. Le risque, c'est de ne pas récupérer l'intégralité des fonds qu'il met à disposition. Est-ce qu'il récupérera au moins 80 ? Au moins 50, au moins 20, ça dépend des conditions qui vont être fixées dans le cadre de l'opération. On peut aussi théoriquement imaginer qu'ils ne récupèrent rien, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils prennent à sa charge l'intégralité du risque. Et peut-être une réflexion à ce propos. Cela permet de distinguer ce que fait le social investor
d'un simple don, parce que lorsqu'on fait un don, eh bien, on le fait, c'est définitif et on ne récupère rien, que les choses aillent bien ou mal. Ici, on fait un don avec une possibilité de récupérer tout ou partie de ce don, peut-être même plus si les choses se passent très bien. Alors, l'idée sous-jacente, c'est qu'un investisseur social qui le fait, s'il récupère, va remettre la même somme probablement dans d'autres opérations. Vous voyez, c'est la logique, je crois. Même s'il obtient plus, il sera peut-être encore plus incité à le faire. Et quelle est sa contribution? Il faut bien le voir, c'est le fait d'accepter un risque. Hein, un risque, un investisseur normal et une banque, un investisseur rationnel ne prendrait jamais. Donc, je crois que ça couvre bien cet aspect-là. Maintenant, il y a 4 questions, on va prendre rapidement. La première, Marie-Louise Claes, dans le courant des 5 années, pour prendre l'exemple du CCR, est-ce que, et si oui, comment les privés suivent les résultats du projet? Quel est le reporting? Tout à fait. Alors, très bon point, et ça m'amène justement déjà aussi un tout petit peu sur la suite de mon exposé. Il y a effectivement, dans le cadre du projet du CICR, et ça c'est des informations qui sont publiques, il y a un groupe de pilotage qui regroupe des représentants des social investors, des principaux social investors et des représentants des outcome funders, qui se réunissent à intervalles réguliers, je crois que c'est sur une base trimestrielle, et qui obtiennent en fait un reporting intermédiaire, d'une part des personnes du CICR, mais aussi déjà des reportings intermédiaires, je crois, des vérificateurs, ce qui permet d'une certaine manière d'anticiper déjà un tout petit peu l'évolution du projet. Donc c'est tout à fait juste qu'il y a ce type de reporting qui est mis en place, et ça je pense que c'est évidemment tout à fait légitime et normal pour l'investisseur, mais également pour l'outcome funders, de bénéficier de ce reporting. Là où évidemment la question devient plus délicate, c'est évidemment dans quelle mesure les social investors, mais aussi les outcome funders, peuvent influer sur la conduite du projet. Et c'est là, je pense, que des questions de gouvernance très délicates se posent et doivent être thématisées au début du projet, parce qu'on sent évidemment tout à fait la tension entre, d'une part, l'émetteur, donc l'association ou la fondation qui met en œuvre son projet, qui a l'expertise pour mettre en œuvre son projet, mais qui a aussi peut-être un certain nombre de principes fondamentaux, un certain nombre de lignes rouges qu'il n'est pas d'accord de franchir, un certain nombre de pratiques, un certain nombre de règles internes, un certain nombre d'objectifs personnels qui doivent être réalisés dans le cadre du projet. Et on sent d'une certaine manière la tension entre cet ADN, si j'ose dire, de l'émetteur, qui voudra évidemment pas que l'intervention de tiers vienne complètement dénaturer le projet ou ses activités, et d'autre part, les social investors et les outcome funders, dont la situation financière est très directement impactée par la mise en œuvre du projet. Pour les outcome funders, parce que ça dépendra du montant qu'ils vont mettre à disposition, et pour les social investors, parce que ça dépendra du montant qu'ils vont recevoir. Et donc, évidemment, le système du reporting, je pense qu'il est tout à fait légitime, mais après, je pense qu'il faut faire très attention dans le cadre de la mise en place d'autres systèmes de gouvernance. On peut penser à des advisory boards, des supervisory boards ou d'autres types d'organes qui permettent finalement aux social investors et aux outcome funders d'avoir une certaine influence, et je dis bien une certaine influence sur le projet, parce que finalement, il y aura toujours cette volonté des social investors et des outcome funders d'intervenir sur le projet, alors que l'émetteur voudra évidemment garder son indépendance et sa capacité à mettre en œuvre ce projet, ce d'autant plus que pour l'émetteur, le projet du Social Impact Bond, c'est sans doute un projet parmi de nombreux autres projets. Et il ne faudrait donc pas que ce projet spécifique, par exemple, en raison de sa mise en œuvre spécifique, vienne impacter, par exemple, la réputation au sens large de l'émetteur dans le pays concerné ou dans la région concernée, ou vise de manière plus large, finalement, à impacter la réputation de l'émetteur qui aura peut-être trop écouté ou qui aura été trop forcé à écouter les conseils, entre guillemets, donnés par les investisseurs ou par les outcome funders dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Et donc, du coup, au-delà, finalement, des aspects que j'appellerais purement contractuels / financiers, comme vous les avez sur cette slide, je
pense que la mise en place d'un mécanisme de gouvernance très clair en amont du projet, en définissant très clairement qu'est-ce qui est du reporting, qu'est-ce qui est finalement du conseil, et finalement, qu'est-ce qui est la capacité à influencer directement sur le projet, ça, c'est quelque chose qui doit nécessairement être clarifié en amont. Et je pense que parfois, dans certains projets que j'ai accompagnés, on a passé beaucoup de temps à essayer de définir finalement le modèle financier. Donc, quel type de résultat donne lieu à quel type de flux financier. Et c'est évidemment une question très importante parce que ça permet aussi aux investisseurs et aux outcome funders de mesurer finalement le risque. Mais on a beaucoup focalisé la question là-dessus et on a parfois laissé de côté les questions de gouvernance qui viennent nous hanter après dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Merci. Philippe, il y a encore 4 questions que j'aimerais prendre, mais donc je dirais on va les prendre rapidement, répondre très brièvement parce que sinon on n'arrivera pas au bout. La première, Ezra Ritchie, comment sont déterminés les indicateurs d'impact? Et deuxièmement, est-ce que les parties prenantes participent à leur définition? On revient un peu sur ce que tu as dit, mais ce serait bien d'avoir une réponse brève d'ores et déjà sur ce sujet. Ah oui, la réponse très simple est oui, bien sûr. Je pense que c'est vraiment un processus itératif. L'émetteur, en premier lieu, il identifie le projet. Il doit identifier un projet qui est entre guillemets mesurable. Évidemment, pas tous les projets le sont. Et puis, une fois qu'il a trouvé finalement ce projet mesurable, il construit finalement un modèle financier qu'il discute après avec les outcome funders et avec les social investors. Et c'est là qu'il y a finalement une sorte de triangulation qui se met en place, qui n'est pas toujours facile à gérer parce que les intérêts des uns et des autres ne sont pas totalement alignés. Mais in fine, il faut arriver à un modèle financier qui convient à l'émetteur, qui convient aux outcome funders et aux social investors. Donc, il y a nécessairement un processus itératif. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, aujourd'hui que le projet pourrait consister à construire un dispensaire qui permette de vacciner contre le Covid 1000 personnes par jour? Voilà, et donc 1000 personnes par jour, c'est mesurable. Si on en vaccine seulement 500 après une durée, eh bien, on aura atteint le 50% de l'objectif. Philippe, est-ce qu'on peut donner ça à titre d'exemple? Exactement. On pourrait même dire qu'on a un dispensaire qui aujourd'hui arrive à vacciner 100 personnes par jour grâce à une amélioration de dispensaire parce qu'on construit des nouvelles salles et puis on engage des nouvelles personnes et puis on améliore les processus. On aimerait que dans 6 mois, ce centre permette de vacciner 500 personnes par jour. Et donc, du coup, on lance le projet aujourd'hui. Et puis, après 6 mois, l'auditeur vient voir le centre et constate, par exemple, qu'il y a 400 personnes qui sont vaccinées par jour, ou il y en a 300, ou il y en a 200, ou il y en a 0. Et en fonction de ces résultats-là, on va calculer le return pour les investisseurs. Mais c'est un exemple, malheureusement, d'actualité, si j'ose dire. Tout à fait, tout à fait. Alors, l'autre question qui est intéressante parce qu'elle met en évidence qu'il y a peut-être encore un aspect qui n'est pas complètement clair, mais qui est très important. Sarah Gamblin-Rodriguez, qu'est-ce qui génère les bénéfices qui permettent de rembourser, éventuellement de payer des intérêts aux social investors? Ça, c'est important. Qu'est-ce qui génère les bénéfices? Je cite ici la question. Est-ce qu'on peut dire, Philippe, que, enfin, je te laisse faire, mais il n'y a peut-être pas de bénéfice, enfin, disons. Alors, oui, alors heureusement ou malheureusement, la question, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice. En fait. Parce que ce qui se passe en termes de pur flux financier, c'est que le social investor, il met à disposition 100 francs de l'émetteur. L'émetteur, il va utiliser ces 100 francs, par exemple, pour reprendre l'exemple du professeur Peter, pour améliorer, pour reconstruire un centre de vaccination contre le Covid. Donc, ces 100 francs, ils sont dépensés, ils n'existent plus. Ils ont été utilisés pour finalement construire le centre de vaccination contre le Covid. Ensuite, on arrive après 6 mois et on se rend compte que ce centre, finalement, au lieu de permettre de vacciner 100 personnes, il permet de vacciner 400 personnes par jour. Et donc, sur la base du modèle financier, 400 personnes par jour correspond à un remboursement de 120 francs aux social investors. Évidemment, ces 120 francs, l'émetteur ne les a pas parce que l'émetteur, il avait reçu 100 francs des social investors et il les a dépensés pour construire le centre. Mais l'émetteur va se tourner vers le outcome funder et lui dire « Attention, mon centre, il permet dorénavant de vacciner 400 personnes par jour.
vous vous êtes engagé dans un tel scénario à me donner 120 francs. Et donc, du coup, le outcome funder, il va se dire, OK, dorénavant, le centre permet de vacciner 400 personnes, je finance à hauteur de 120 francs l'émetteur et l'émetteur va utiliser ces 120 francs pour rembourser le social investor. Prenons un autre exemple. Admettons dans le même exemple que finalement, le centre ne fonctionne pas du tout et qu'en fait, après 6 mois, pour toutes sortes de raisons, il permet de vacciner 10 personnes par jour. Si après 6 mois, le projet permet de vacciner 10 personnes par jour, le modèle financier qui a été présenté au début dira peut-être que dans un tel scénario, l'investisseur n'a pas droit à un remboursement de 100, qui est sa mise initiale, mais un remboursement, par exemple, de 40. Et dans ce cas-là, l'émetteur ira voir le outcome funder et lui dira « Attention, mon centre, il n'a pas très bien fonctionné, vous ne devez pas me payer 150 comme dans l'exemple initial, vous ne devez me payer que, entre guillemets, 40, et ces 40 vont être payés par le outcome funder à l'émetteur, et l'émetteur va les utiliser pour rembourser le social investors. Et donc, d'une certaine manière, dans la perspective du outcome funders, il a la certitude que si le projet marche bien, il doit payer 150, mais si le projet ne marche pas, il doit payer 40, ce qui évidemment, dans les pouvoirs publics, est assez intéressant parce que dans un mécanisme traditionnel, les pouvoirs publics paieraient 100, et les 100, ils n'auraient aucune idée si finalement ces 100 permettent d'aboutir à un impact, donc de vacciner 400 personnes, ou ces 100 ne permettent pas d'aboutir à un impact et ne permettent que de vacciner 10 personnes. J'espère qu'avec cet exemple numérique, c'est peut-être un peu plus clair. Je n'ai peut-être pas été tout à fait clair au début, mais la réponse courte, c'est il n'y a pas de bénéfice. Le remboursement des social investors est effectué par les outcome funders. Ouais. Donc, il n'y a pas de bénéfice au sens économique ou financier du terme, mais il y a un bénéfice au sens social du terme, n'est-ce pas? C'est la réussite du projet. C'est la réussite. Et donc, le social investor va recevoir son argent en retour, en tout ou partie, même plus parfois, si sociétalement le projet a connu un succès. Alors évidemment, comme il n'y a pas de bénéfice généré par l'opération, il faut que quelqu'un paye, et c'est le fameux, n'est-ce pas, la fameuse entité qui garantit en quelque sorte. Alors qui est-ce? Qui fait ça? Bien, ça peut être l'État, ça peut être des fondations, ça peut même être des privés. Et leur intérêt là-dedans, c'est d'abord qu'ils ne mettent pas tout de suite les fonds, ils les mettent que si c'est nécessaire, et surtout, ils les mettent que si c'est un succès. Et on peut comprendre que certaines fondations soient d'accord dans le fond, de mettre de l'argent qu'elles, dans ce cas, donnent, n'est-ce pas? Il n'y a pas de retour pour elles. Si elles le font face à un succès, elles ne le mettent pas en cas d'insuccès, parce que dans ce cas, en tout ou partie, le social investor va supporter une partie de ce qui a mal marché. Donc, il y a une espèce de logique intéressante là-dedans. Je crois que c'est l'originalité, le succès du modèle. Alors, la prochaine, parce qu'il y en a encore deux questions, est la suivante. Pensez-vous que cette nouvelle approche pourrait démotiver les donateurs, donc les philanthropes actuels qui souvent donnent sans attente de contrepartie, hein? Le problème de la cannibalisation, ouais. Voilà, et au profit de ces social impact bonds qui sont plus complexes à gérer, etc. Donc, est-ce que ça risque de démotiver le philanthrope traditionnel qui donne, indépendamment de l'impact, qui donne tout de suite et qui ne récupère rien? C'est tout à fait juste, et c'est une des principales critiques qui est adressée à ce modèle. Et pour être tout à fait clair, pour l'instant, de mon exposé, comme vous avez vu, j'ai présenté ça avec un certain enthousiasme, mais j'ai tout à fait conscience aussi des critiques qu'on peut adresser à ce modèle, et j'y reviendrai aussi dans la deuxième partie de mon exposé. Et une des critiques, c'est celle à laquelle il est précisément fait allusion là. C'est que, et en fait, cette critique, elle est double. C'est d'une part que ce type de mécanisme donne lieu à une certaine forme de cannibalisation. Donc, finalement, l'émetteur qui a aujourd'hui, disons, des donateurs que j'appellerais ordinaires, qui lui donnent, par exemple, 1000 par année, dorénavant diront « Ok, je continue à vous donner 1000, mais en fait, je vous donne 600 sous la forme d'un don traditionnel et 400 sous la forme d'un social impact bond ». C'est évidemment absolument pas le but. Le but, pour reprendre l'expression du professeur Peter tout à l'heure, c'est « grow the pie ». Donc, le but, en réalité, c'est de maintenir les contributions de 1000 et d'attirer en fait des nouveaux financements
au-delà des 1000 initiaux dans mon exemple, qui prendrait la forme d'un social impact bond, mais j'ai tout à fait conscience que ça, c'est une vision, disons, idéaliste et que ce risque de cannibalisation, il existe tout à fait. Et l'autre risque, évidemment, auquel je crois la question faisait allusion, c'est que vous voyez évidemment sur la base de ce schéma que ce schéma est relativement complexe. Je pense qu'il est notamment complexe encore à ce stade parce que c'est quelque chose de relativement nouveau. Donc, la pratique est encore en train de se former. Je pense que si ce genre de projet se multiplie à l'avenir, il y aura un certain nombre d'automatismes et de documents modèles qui vont se mettre en œuvre et qui faciliteront la mise en œuvre de ce genre de projet. Mais j'ai tout à fait conscience que c'est un projet qui est quand même plus complexe que la réception d'un don et l'utilisation d'un don dans le cadre d'un projet, tout à fait conscient avec ça. Et donc, le risque est effectivement que les philanthropes, d'une certaine manière, dirigent dorénavant leur participation financière sur ce type de projet-là qui, par nature, sont mis en œuvre par des grandes organisations et que donc les petites organisations qui ont peut-être moins les capacités, en tout cas à l'heure actuelle, à mettre en place ce genre de schéma, perdent d'une certaine manière dans la mesure où elles n'ont pas la capacité à offrir, si j'ose dire, ce type de mécanisme à leurs philanthropes ou leurs donateurs. C'est une critique qui est tout à fait justifiée. Oui, mais Philippe, quand on s'est demandé si ce sujet pouvait intéresser les équipes de M. Pichelin, on s'est dit, est-ce que c'est trop éloigné d'une réalité d'association locale notamment? Ben, on s'est dit que non. D'abord, c'est un modèle qui peut être mis en place à un échelon plus local et peut-être même qu'on pourrait envisager que des associations se mettent ensemble, n'est-ce pas, pour protéger une sorte de pool, pour proposer une sorte de pool de projets, hein, une sorte de panier de projets, là aussi mesurable, même sur le plan purement local à Genève, dans le domaine de l'environnement, par exemple, dans le domaine du social, etc. Donc, voilà, on vous lance cela et on pourra y revenir. J'ai d'ailleurs encore deux questions. Rapidement, Caritas à Berne a lancé ce type de projet. Donc, ça montre que par rapport à des organisations, en tout cas suisses, actives localement, dans le cas-là, dans le canton de Berne, ce genre de projet a déjà fait ses preuves. Oui. Alors, il y a deux questions. Je te les cite toutes deux et ensuite on passera, je pense, à la suite. La première qui est dans la foulée, Madame Kless qui nous dit que c'est clair et intéressant. Ça nous réjouit parce que ce n'est pas simple. Hein. On était inquiets un petit peu, je dois le dire. Mais la question est ensuite, comment les émetteurs peuvent-ils être conseillés sur des structures, n'est-ce pas, et par qui? Je te donne la deuxième. Nature différente. Est-ce que l'émetteur peut être lui-même primé, c'est-à-dire recevoir une sorte de bonus en cas de bonne réussite du projet, donc celui qui est entre les social investors et ceux qui garantissent? Alors, très bien. Je vais peut-être prendre d'abord la deuxième question, si vous me permettez, et puis après, je peux enchaîner sur la première question qui permet de faire le lien avec la slide suivante. Sur la première question, vous avez tout à fait raison. Et en fait, je pense qu'il y a deux types de modèles qui sont envisageables et après, dans la pratique, évidemment, tout est possible. Il y a soit ce que j'appelle le modèle complètement neutre, où finalement l'émetteur est complètement indifférent et n'est qu'une sorte de conduit. Donc finalement, le outcome funder met un certain montant à disposition de l'émetteur et l'émetteur le rembourse aux social investors. On peut d'ailleurs même imaginer dans certains cas que l'outcome funder paye directement les social investors, ce qui sera parfois de nature à rassurer les social investors qui auront face à eux une contrepartie étatique plutôt que d'avoir un émetteur. Je le dis juste en passant. Donc, soit l'émetteur est un pur conduit, soit on a effectivement une participation de l'émetteur qui, dans ce cas-là, sera souvent dans les deux sens. Il y a le sens que j'évoquais tout à l'heure qu'en cas d'échec du projet, le montant payé par le outcome funder à l'émetteur est inférieur à ce que l'émetteur doit payer aux social investors et donc du coup, dans les faits, l'émetteur subit d'une certaine manière une perte, entre guillemets, donc il doit prendre à sa charge une partie des coûts du projet. Et si ça, c'est prévu, généralement, on prévoit aussi le mécanisme inverse, c'est-à-dire qu'en cas de très bonne réussite du projet, le outcome funder, par exemple, paye 150 à l'émetteur et l'émetteur rembourse, par exemple, 140 aux social investors et on garde d'une certaine manière une certaine marge qui doit évidemment utiliser dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. C'est tout à fait juste et ça montre que finalement, il n'y a pas véritablement de limite
à la créativité des parties, ce qui est d'un côté une bonne chose, mais qui d'un côté est aussi un challenge parce que ça présuppose qu'on doit arriver à réunir autour de la table face à une situation avec un nombre de variables quand même très important, tant s'agissant des flux financiers que s'agissant du projet, que s'agissant de la mesure de l'efficacité ou du succès du projet. Il faut réunir tout ça autour de la même table et puis arriver à un certain accord. Et ça aussi, en termes de processus, juste de gestion de projet, c'est souvent quelque chose qui est relativement challenging. Et ça m'amène en fait de manière assez naturelle sur cette slide-là, où j'ai finalement essayé d'identifier ce qui, moi, m'a apparu comme étant les principaux défis, en fait. Et vous verrez que j'ai distingué les défis pour les émetteurs, les défis pour les outcome funders et les défis pour les social investors. S'agissant des défis pour les émetteurs, je pense qu'un premier défi, c'est d'identifier le projet. Et là, évidemment, il y a deux sous-questions qui vont se poser. La première, c'est est-ce qu'on arrive à avoir un projet dont le résultat est vérifiable? Et ça, évidemment, quand vous prenez par exemple une organisation comme le CICR, un grand nombre d'activités du CICR, elles sont tout simplement pas vérifiables du tout parce qu'elles donnent, c'est des interventions d'urgence dans des zones de conflit où finalement toute la réflexion en amont sur la question de savoir, de modéliser, de savoir qu'est-ce qui va se passer dans 2, 3, 4, 5 ans, etc., c'est toutes des choses qu'on ne peut simplement pas faire. Et donc, non seulement on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais d'autrement parce qu'il n'y a personne sur le terrain même qui a la capacité de le faire. Quand on regarde l'engagement du CICR dans des zones de conflit en Syrie ou dans d'autres zones ou suite à une catastrophe naturelle, on ne peut pas envisager un social impact bond parce que simplement le résultat n'est pas vérifiable. Mais par contre, vous voyez aussi que dans le cas du CICR, des projets beaucoup plus à long terme, comme par exemple la gestion d'un centre de réhabilitation physique ou par exemple la gestion d'un centre de vaccination, comme ça a été évoqué tout à l'heure, ça c'est évidemment des projets beaucoup plus dans le long terme et qui donnent lieu aussi à des résultats quantifiables qui peuvent être traduits d'une certaine manière en chiffres et en pourcentage et qui peuvent après aussi être plaqués d'une certaine manière sur une grille d'analyse. Donc ça, c'est un premier challenge. Et le deuxième challenge, c'est évidemment de trouver quelque chose, et j'aime pas beaucoup le terme, mais il faut quand même l'utiliser comme ça, qui est attractif pour les social investors. Parce que le nerf de la guerre sera évidemment de trouver ici des social investors qui sont d'accord de participer au projet. Et donc, il faut aussi, et il faut dire les choses comme elles sont, arriver à les toucher d'une certaine manière, de manière émotionnelle. Et là, je rejoins aussi peut-être un des pôles de recherche du centre en philanthropie que le professeur Peter évoquait tout à l'heure, qui est la question de savoir pourquoi donne-t-on, et ce qu'on appelle aussi le warm glow effect. En fait, on doit avoir ici identifié un projet qui, d'une certaine manière, motive les social investors à participer à ce projet. Je ne sais pas, professeur Peter, si vous avez une observation là-dessus? Non, pas du tout. C'est très important. Et voyons, on revient à cette question de la compréhension des motivations profondes. Le warm glow, c'est un concept qui a été développé par un professeur californien qui, dans le fond, s'est penché sur cette question du sentiment de réchauffement, de bien-être provoqué par un comportement altruiste. C'est très important. Et si on comprend, et on peut le comprendre, on le ressent tous, je crois, c'est assez naturel. Enfin, disons, on peut l'espérer d'ailleurs, mais je pense que c'est assez naturel chez des gens normalement constitués. Et si on réussit à créer des conditions grâce à une proposition convaincante, visualisable, mesurable, eh bien, c'est de nature à attirer dans le fond des contributions ici financières. Ça peut aussi être en nature, pourquoi pas. On pourrait l'imaginer en faveur de projets. Donc, vous voyez l'intérêt de se pencher sur les différentes dimensions d'un projet de ce genre. Voilà, et si je continue effectivement sur cette slide-là, et merci beaucoup pour cette remarque, si je continue sur cette slide-là, effectivement, l'autre point me permet de répondre à la question que j'avais laissée en suspens tout à l'heure. C'est vrai que la mise en place de ce genre de projet, d'une part, présuppose qu'on dispose d'un certain know-how
au sein de l'émetteur, parce que ça pose quand même des questions, disons, juridiques au sens strict, notamment s'agissant des rapports contractuels. Ça pose aussi des questions naturellement financières au moment de dessiner d'une certaine manière la modélisation financière, et ça pose aussi des questions de nature fiscale, notamment de compatibilité si vous bénéficiez par exemple d'une exonération fiscale. Donc, c'est vrai que ce genre de projet présuppose un certain know-how, soit au sein de l'émetteur. Alors, évidemment, comme l'évoquait le professeur Peter tout à l'heure, une standardisation de ce genre de projet ou un regroupement de plusieurs associations en vue de lancer en commun ce genre de projet ou de créer des modèles de documents permet évidemment de démocratiser, si j'ose dire, un tout petit peu ce genre de projet, mais c'est vrai que ça présuppose évidemment de disposer d'un certain nombre, de la capacité aussi du temps, du management de l'institution à dédier à ce genre de projet. Troisième bullet point que je voulais évoquer, et ça aussi c'est un peu une leçon que j'ai appris en étant impliqué dans ce genre de projet, et je devrais préciser évidemment dans le deuxième bullet point qu'il y a évidemment des prestataires externes qui peuvent aussi accompagner évidemment ce genre de projet, mais c'est cette volonté d'interagir avec ce que j'appelle des externes, qui peut évidemment être vu de manière positive, parce qu'évidemment les social investors, les outcome funders, mais aussi ce vérificateur indépendant peuvent évidemment apporter un input positif à l'organisation et l'aider finalement dans la mise en œuvre du projet. Mais on peut évidemment aussi voir ça de manière moins positive en le voyant finalement une nécessité de mettre en place des modèles de gouvernance qui évitent finalement que ce genre de projet dénature d'une certaine manière l'organisation. Mais quoi qu'il en soit, ça force une certaine ouverture, si j'ose dire, entre, d'une part, la gestion interne de l'organisation et ces personnes qui gravitent un peu autour du Social Impact Bond, les investisseurs, les outcome funders et l'auditeur. Donc ça aussi, c'est quelque chose à bien considérer en amont du lancement de ce projet. Et enfin, avant-dernier bullet point, c'est les coûts. Et ça, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est évidemment quelque chose qui est plus compliqué à mettre en œuvre qu'un simple système de dons. Et donc, évidemment, il y a un certain nombre de coûts de transaction, comme on les appelle, donc des coûts de mise en œuvre qui doivent être supportés en amont du projet pour lancer le projet. Et là, c'est vrai que si on arrive évidemment à aboutir à une plus grande standardisation de ce genre de projet et aussi finalement un pooling, comme l'évoquait le professeur Peter tout à l'heure, donc la mise en commun finalement des ressources d'une série d'associations qui veulent se lancer dans ce genre de projet, ça permet naturellement de réduire les coûts de transaction, ce d'autant plus que naturellement les coûts de transaction, ils sont souvent supportés principalement sur le premier Social Impact Bond qui est lancé, et après, si l'association lance d'autres Social Impact Bonds par la suite, évidemment, les coûts de transaction, ils deviendront de moins en moins importants au fur et à mesure que le lancement de ce projet devient quelque chose de normal, d'une certaine manière, au sein de l'institution. Philippe, j'ai deux questions qu'on peut peut-être prendre rapidement. D'abord, quel risque pour le statut d'exonération fiscale de celui qui en bénéficie dans le schéma? Je crois que ça, c'est intéressant de l'évoquer. Est-ce que tu veux peut-être y répondre brièvement? Oui. Puis ensuite, il y a une deuxième question qui est la suivante. Peut-être je te l'évoque. C'est, je cite, M. Dutruel dit « Générer des bénéfices pour des entreprises privées, n'est-ce pas quelque part antinomique pour des organisations à but non lucratif ?» C'est ce fameux problème qui a été évoqué déjà souvent dans ce cadre. Est-il possible de concilier un but non lucratif avec la restitution du don, voire même plus, c'est-à-dire une rémunération du don? Alors, merci. Alors, par rapport à la première question, effectivement, pour moi, ce genre de projets ne sont pas incompatibles avec l'exonération fiscale dont bénéficient des associations, parce qu'on est finalement dans un scénario où c'est un modèle de financement qui vise à mettre en œuvre finalement le but de l'association dans le cadre d'un certain projet. Donc, on n'est pas dans la situation où, par exemple, une entité exonérée d'impôts se lance dans une activité commerciale qui tout d'un coup serait en concurrence avec des activités commerciales non exonérées d'impôts. Et on sait que là, il y a une très grande sensibilité
les autorités fiscales sur ces questions-là pour savoir si finalement cette activité commerciale de l'entité exonérée d'impôts est vraiment complètement accessoire au but principal ou finalement elle prend une telle importance qu'elle n'est pas acceptable et que donc l'exonération fiscale est supprimée en tout ou en partie. Mais ça, c'est évidemment pour moi une question s'agissant du projet en tant que tel. Et ici, le projet, évidemment, c'est un projet pour le bien public qui devrait s'inscrire totalement dans le but de l'association ou de la fondation. Et c'est finalement que les modalités de financement de ce projet qui changent. Mais c'est clair qu'évidemment, sur le bilan de l'association, on verra d'une certaine manière un flux entrant des social investors, ensuite un flux entrant des outcome funders et un flux sortant en faveur des social investors. Et c'est surtout ce flux sortant en faveur des social investors qui pourrait donner lieu à un certain nombre de froncements de sourcils au sein de l'administration fiscale. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aborder frontalement avec l'administration fiscale. Et si l'association ou la fondation est au bénéfice d'une exonération fiscale, approcher en amont l'administration fiscale pour présenter le projet qui est envisagé et s'assurer qu'il ne remet pas en question l'exonération fiscale, plutôt que de devoir gérer cette problématique ex post ou lorsque, dans le cadre du dépôt de votre déclaration d'impôt annuelle, vous déposez votre bilan et sur ce bilan ou sur le compte de perte et profit, on voit tout d'un coup des flux financiers de retour vers des social investors qui peuvent donner lieu à des questions. S'agissant de la deuxième question, elle est évidemment centrale. Et en fait, vous la retrouvez en fait sur le dernier bullet point de cette slide, qui est, et en utilisant un peu d'une certaine manière des termes un peu forts, est-ce que ce genre de projets ne sont pas une spéculation sur un projet humanitaire? Et j'entends tout à fait cette critique et je pense qu'elle est très importante parce que finalement, elle a un impact au sens relations publiques sur finalement tant les social investors que les outcome funders, que finalement aussi l'émetteur en tant que tel. Et donc, du coup, je vois tout à fait ce risque et c'est vrai qu'en faisant un certain raccourci, on pourrait se dire, mais est-ce que c'est normal finalement qu'un investisseur social, entre guillemets, obtienne par exemple un retour sur investissement de l'ordre de 50% sur 5 ans en fonction de finalement le résultat qui est atteint dans une zone de crise ou dans une zone de guerre? Est-ce que ça c'est tout à fait normal ou est-ce que finalement c'est quelque chose de choquant en tant que tel? J'entends tout à fait ces critiques. Je pense que ces critiques, elles doivent être adressées, je pense, par de la transparence, en montrant notamment que le but de ce genre de projet, c'est comme je l'évoquais tout à l'heure, de grow the pie, donc d'augmenter finalement la base de financement des associations concernées, que ça permettrait aux associations concernées de mettre en œuvre des projets que autrement elles ne seraient pas capables de mettre en œuvre. Ça permet à ces associations d'obtenir des fonds que autrement elles n'auraient pas pu obtenir. Et donc finalement, in fine, ces projets, certes, bénéficient d'une certaine manière aux social investors qui sont justement des investors et pas des donateurs, mais avant tout bénéficient aussi aux projets en tant que tels qui autrement n'auraient pas pu être mis en œuvre. Mais j'entends tout à fait ces critiques et c'est des points aussi qui sont très importants évidemment pour les outcome funders. Parce que l'outcome funder, qui est très souvent, pas exclusivement, comme ça a été rappelé tout à l'heure par le professeur Peter, mais très souvent une entité étatique ou para-étatique, pour un outcome funder de finalement mettre à disposition des fonds qui vont être immédiatement utilisés pour rembourser des investisseurs privés, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas tout à fait évident non plus et qui réclame une certaine explication. Et l'explication, là aussi, elle n'est peut-être pas immédiate, mais à mon avis, elle est quand même compréhensible, c'est de dire, mais attention, le outcome funder, dans ce cas-là, donc les fonds publics, les fonds du contribuable, ils sont en réalité très bien utilisés parce qu'ils sont utilisés pour un projet qui a bien fonctionné, alors que si le projet n'avait pas fonctionné, les montants mis à disposition par les pouvoirs publics auraient été beaucoup moins importants, respectivement nuls, alors que dans un schéma traditionnel, les pouvoirs publics financent un projet en amont sans savoir du tout quel impact ce projet aura en aval. Donc, j'entends tout à fait ces points et je pense que c'est des points tout à fait légitimes et je pense que
dans le cadre de la mise en œuvre finalement de ce genre de projet, c'est les points qui doivent absolument être pris en compte. Et vous les avez en fait d'une certaine manière sur cette slide-là. Dans les défis pour les outcome funders, j'ai notamment noté le risque réputationnel, notamment ce que j'appelais l'appréciation critique du rendement qui est offert aux social investors. Et pour les social investors, j'avais également noté ce risque réputationnel. D'autres défis, évidemment, pour les outcome funders, c'est d'une part que dans la mesure où ces projets sont relativement nouveaux, ils ne sont parfois pas tout à fait compatibles, par exemple, avec les règles en matière de subvention. Et donc, on a constaté en pratique des difficultés où, par exemple, les outcome funders, en particulier en Suisse, que ce soit au niveau fédéral ou cantonal, les autorités fédérales ou cantonales sont soumises à des règles très strictes s'agissant des subventions. Et évidemment, ces sortes d'engagements conditionnels à payer un certain montant qui est fonction d'un certain résultat après 5 ans, ça ne cale pas toujours très bien avec les règles relativement précises en matière, d'une part, de subventions et d'autre part, en matière de budget, parce qu'on sait que les budgets des pouvoirs publics sont souvent faits sur une base annuelle et donc ce genre de commitment sur 3, 4, 5 ans sont parfois difficiles à mettre en œuvre dans le cadre d'un budget. Donc ça, c'est un vrai challenge. Et puis, l'autre part, pour les social investors, évidemment, le calcul d'une certaine manière de la rentabilité escomptée, donc la question de savoir si finalement le modèle financier est juste, est-ce que c'est juste qu'en cas d'amélioration de l'ordre de 50% de la capacité de vaccination du Covid, le retour devrait être de X, et puis si c'est simplement 30%, le retour devrait être Y. Ce genre de détermination dans la perspective des social investors n'est évidemment pas très facile non plus. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Pour moi, vraiment 3 grandes observations pour conclure, et après, on peut volontiers évidemment continuer les échanges. Je pense que pour moi, ce genre de projets sont des projets d'avenir, vont être amenés à se développer, à se démocratiser et peut-être à grandir et peut-être aussi, et je l'espère, à concerner des associations actives localement ou au niveau cantonal ou national en Suisse. Pour moi, c'est évidemment très important en amont de bien comprendre ce schéma-là et de bien se faire entourer aussi pour comprendre les implications financières, notamment cette question que j'appellerais de participation à la perte ou au gain du côté de l'émetteur et aussi les implications juridiques et fiscales. Premier point qui me semble très important. Mais ça, finalement, j'ai l'impression que c'est des points qui sont finalement sur le radar souvent des organes de l'émetteur. Les 2 points qui sont peut-être pour moi un tout petit peu moins sur le radar et qui sont très importants, c'est d'une part les questions de gouvernance, en faisant très attention de mettre en place des mécanismes qui permettent d'une part de tenir compte des intérêts légitimes des social investors et des outcome funders à accompagner, entre guillemets, le projet et à obtenir des informations sans pouvoir, d'une certaine manière, intervenir sur le cœur du projet et donc risquer de dénaturer la fonction de l'émetteur. Donc, cette question de gouvernance, à mon avis, elle est très importante et elle est parfois un tout petit peu négligée dans l'excitation du lancement du projet, si j'ose dire. Et puis, d'autre part, ces questions de relations publiques que j'évoquais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on contre l'argument en vertu duquel ce système n'est qu'une spéculation sur la misère, ou comment est-ce qu'on contre l'argument que ce système permet finalement à des pouvoirs publics de payer des rendements exorbitants aux social investors? C'est des affirmations qui sont très faciles à faire comme ça de but en blanc, qui nécessitent une certaine réflexion pour pouvoir expliquer le schéma. Mais ça, pour moi, c'est très important aussi en amont du projet, de déjà anticiper d'une certaine manière ces questions de relations publiques. Donc, en substance, avant de lancer un tel projet, premièrement, bien comprendre les implications légales, contractuelles et fiscales du projet. Deuxièmement, bien réfléchir à la structure de gouvernance. Et troisièmement, réfléchir aux questions de relations publiques. J'en ai terminé là. Merci beaucoup pour les échanges jusqu'à maintenant. Merci beaucoup pour vos questions. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je reste évidemment très volontiers à disposition pour continuer à échanger, soit dans le cadre du Q&A, dans le cadre de cet événement, ou évidemment aussi dans d'autres contextes. Vous trouverez mes coordonnées évidemment sur Internet, mais aussi sur le centre, sur la page Internet du Centre en philanthropie. Voilà, j'en ai terminé là. Merci beaucoup.
J'ai pour toi, Philippe, encore quelques réactions. D'abord des remerciements. Et encore des remerciements. Il n'y a plus de questions de fond, je crois. Et donc, sauf s'il devait y en avoir tout de suite, moi, je te remercie pour ce que tu as fait. Je crois qu'on peut dire qu'à Genève, il y a un contexte où cet instrument est en train de se développer rapidement, précisément parce qu'il y a des ONG de toutes sortes qui ont compris son intérêt. Puis il y a aussi dans le domaine financier, des organisations qui ont des moyens, et des fondations. Et il y a aussi des banques, il faut le dire, dont les clients souhaitent investir, soutenir, je dirais soutenir des initiatives sociales, sociétales, des initiatives qui font du sens, qui ont un purpose, comme on le dit en anglais. Donc, des personnes qui sont demandeurs, en tout cas pour une partie de leur patrimoine, qui sont demandeurs de produits, entre guillemets, ou d'initiatives de ce genre, qui peuvent être financés. Donc, il y a un réel contexte local qui se prête au développement de ce type d'instrument. Et c'est la raison pour laquelle c'est un sujet qui vraiment est complètement pertinent chez nous. Et puis la raison aussi pour laquelle nous avons la chance d'avoir Philippe Fischer qui, à plusieurs occasions, dans différents contextes, a participé souvent simplement à titre d'idéal personnel à la mise sur pied et à la réalisation de ces initiatives. On nous demande si on peut contacter, quelqu'un demande si Philippe peut être contacté, mais pourquoi pas, on vous laissera faire ça hors ligne. Vous trouvez ses coordonnées sur le site du Centre en philanthropie. Ayant dit cela, je remercie Monsieur Pichelin d'avoir bien voulu nous accueillir. Je reviens à mon doute existentiel initial. On se demandait si nous allions pouvoir apporter quelque chose ici aujourd'hui. Mais je crois que, il ne m'appartient pas de le dire, mais il me semble qu'il y a une vraie utilité de ces possibilités qui peuvent être faites, disons, conçues sur mesure, hein, en fonction des besoins dans tous les domaines sociétaux et à tous les niveaux aussi. Hein. Il n'y a pas besoin d'être une organisation importante pour pouvoir y songer. Merci, je vous restitue la parole, Monsieur Pichelin. C'est à moi de vous remercier, effectivement, professeur Peter et monsieur Fischer, ainsi que madame Guédon et madame Gill, qui ont largement contribué à l'organisation de cette rencontre, qui, je pense, a effectivement beaucoup éclairé le sujet et permis aussi d'envisager peut-être à des petites organisations, comme le disait monsieur Fischer, de penser à des pools de projets à présenter aux éventuels financeurs. Pour vous tenir au courant, d'abord, je tiens à m'excuser effectivement pour celles et ceux qui ont eu des problèmes à recevoir le lien ce matin. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Deuxièmement, je rappelle la prochaine rencontre en partenariat avec le Centre de philanthropie le 14 avril avec Madame Gill sur les enjeux de la diversité dans les conseils de fondation et dans les comités d'association. Je vous invite toutes et tous aussi à la fois de suivre les actualités du centre et de suivre aussi les nôtres en vous inscrivant à la newsletter. Et puis, sachez qu'à Genève, il existe un centre comme le centre de philanthropie, comme il existe aussi la maison des associations, auprès de laquelle vous trouvez d'autres moments de rencontres, de formation, et quelle que soit la taille de votre association. Merci infiniment. Dernière chose, oui, la présentation sera donc diffusée dans les prochains jours, ainsi que les slides sur le site du centre et sur le nôtre. Merci encore et bon après-midi.